Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, l'entretien du jour sur Sika Télévision. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler environnement, nous allons parler conservation de l'environnement et spécifiquement parler de la restauration en Afrique et plus spécifiquement au Sénégal. Ce sera avec notre invité, le colonel Babacar Salif Gueye. Il est point focal du programme AFR 100 au Sénégal. Il est aussi conseiller technique à la direction des eaux et forêts. Alors, colonel, bonjour. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous avoir sur Sika Télévision. Le plaisir est partagé. Alors justement, on aimerait que vous nous parliez de ce programme-là AFR 100 qui a été lancé il y a 3 ans maintenant. Parlez-nous-en, quelle en est l'effectivité au Sénégal? Au Sénégal, nous avons la Grande Muraille Verte, qui est vraiment l'exemple type de restauration et qui est au niveau non seulement lancé pour la première fois au Sénégal en Afrique, mais qui est devenu maintenant vraiment un modèle de restauration à travers tout le continent. Donc nous avons commencé la Grande Muraille vers les années 2009-2010. Nous devons travailler sur plus de 500 km au Sénégal. Nous en sommes actuellement à un taux d'exécution de 30% à peu près, et qui est devenu vraiment maintenant un engouement extraordinaire au niveau des collectivités, au niveau des populations à la base. Parce que, comme vous le savez certainement, la restauration en elle-même ne produit pas de revenus pour les populations. Il faut des activités d'accompagnement si vous voulez la participation des populations. C'est cette idée-là, c'est cette approche-là que nous avons au Sénégal, de créer des revenus à travers la promotion d'un entrepreneuriat rural, axé basé sur la restauration, mais qui développe d'autres initiatives, d'autres productions associées. C'est ça. Et c'est quoi ces accompagnements-là par lesquels vous prenez? Par exemple, si vous prenez au niveau de la Grande Muraille Verte, en fait, dans le concept, les gens, quand ils entendent parler de Grande Muraille Verte, ils pensent que c'est une bande d'arbres là, tout fermé. Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est une association de production, de systèmes de production, basé sur d'abord la protection, la mise en défense, ensuite maintenant le développement d'autres activités. Par exemple au Sénégal, il y a beaucoup de maraîchage que nous mettons en place, d'arboriculture. Vous entrez dans des villages, il y a des femmes qui n'ont jamais vu de plant de tomates, par exemple, parce qu'ils sont en milieu pastoral, très rudimentaire, très dur, presque une pluviométrie inférieure à 500, qui tourne autour de 300, 200. Alors qui n'ont jamais vu de maraîchage, qui n'ont jamais vu d'arboriculture. Alors là, vous leur amenez ces productions-là, mais vous créez un engouement extraordinaire. Non seulement dans le cadre de l'amélioration de la santé, avec la mise en disposition de nouveaux aliments qui n'étaient pas là sur la table, mais également par la création de richesses, surtout pour les femmes. Parce que c'est des activités qui sont menées par les femmes. Et comme on dit, quand la femme gagne plus, c'est le ménage qui gagne plus, contrairement à l'homme. Non, effectivement, et d'ailleurs, j'allais m'intéresser à cet aspect-là, le rôle de la femme dans la reforestation, parce que pendant longtemps, hein, surtout dans plusieurs pays africains, la femme n'a pas de voix à donner, la femme n'a pas de décision, on décide de tout pour elle. Et parfois, même à des endroits en Afrique, elle n'a même pas le droit à la terre, par exemple. Alors ça, ce concept-là est développé au Sénégal, apparemment, où les femmes sont responsabilisées. Oui, vous savez, quand on dit la femme n'a pas droit à ceci, la femme n'a pas droit à cela, c'est parce que la femme n'a pas de revenus. C'est parce que la femme est économiquement faible. Donnez à la femme des revenus, rendez-lui son indépendance économique, elle va avoir ses droits. Elle va elle-même se saisir de ses droits et les protéger. Je pense que tout vient de là. Donc, en mettant à disposition au niveau de la femme des productions, la possibilité de commercialiser, d'avoir des prêts bancaires, de pouvoir rembourser, hein, de développer surtout la commercialisation. On sait que la femme est très douée en matière de commercialisation. Une bonne gestionnaire. Absolument, voilà. Donc avec tout ça,
vous avez en place maintenant une femme qui est capacitée, qui a ses droits, qui fait vivre son ménage, parce que ce qu'elle gagne, c'est pour les enfants. Il y a la scolarité des enfants qui est mieux assurée, il y a la nourriture qui est mieux assurée, et puis il y a beaucoup, la santé, surtout la santé, l'hygiène, la santé, parce qu'en plus aussi, il y a d'autres activités telles que l'alphabétisation fonctionnelle, hein, qui leur permettent de faire un peu de comptabilité, hein, sur les revenus, hein, d'avoir un peu de skill au niveau de l'hygiène. Et tout ça, c'est parce que économiquement, le temps qu'elles perdaient pour aller, par exemple, chercher du bois à 30 km, elles ont assez d'argent pour aller tout de suite acheter. Et ce temps-là est conservé maintenant pour d'autres activités beaucoup plus rentables. Parfait. Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce projet, la Grande Muraille. Hein. La Grande Muraille, d'où est-ce que c'est parti et c'était dans quel objectif que ça a été initié? La Grande Muraille, c'était une initiative de Abdoulaye Wade, de Thabo Mbeki et du président algérien Bouteflika. Je crois que c'est les trois qui ont eu vraiment cette grande initiative, hein, avec le lancement, avec le NEPAD. Je crois que c'est une initiative du NEPAD. Donc tout est parti de là et c'est une idée géniale, absolument, et qui doit être faire la fierté de l'Afrique même. Mais j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous définissez les espaces à reverdir? Comment est-ce que vous sélectionnez les sols? Parce qu'il faut savoir quel type d'arbres peuvent aller avec quel type de sol. Comment est-ce que vous déterminez? Oui, ça, vous abordez le point relatif à l'itinéraire technique. Vous savez, l'arbre, quel qu'il soit, si vous laissez l'arbre ne va pas se développer ailleurs que dans un sol où il peut se développer. C'est un processus naturel. Donc, il faut privilégier la régénération naturelle assistée. C'est quoi la régénération naturelle assistée? C'est là où l'essence se développe naturellement, protéger cette essence-là et lui permettre de se développer, de croître. D'abord, c'est ça. Réintroduire les espèces locales, ça c'est extrêmement important aussi. Protéger, parce que d'abord, dans ces zones-là, c'est des zones pastorales en général. Donc, si vous voulez faire quelque chose dans une zone pastorale, il faut clôturer. La clôture est fondamentale. Privilégier la régénération naturelle assistée, donc les essences locales, hein, et puis maintenant accompagner avec les activités de régénératrices de revenus. Absolument. Et ça, le problème qu'on observe souvent en Afrique, c'est qu'on voit que les populations ne sont pas forcément impliquées dans la politique de reforestation. Alors, est-ce que vous voulez nous dire l'importance de l'implication de la population locale, je veux dire de la communauté? Oui, vous savez, on ne peut pas réussir en milieu rural sans impliquer. On ne peut pas protéger la nature sans les populations à la base. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au Sénégal, par exemple en matière de lutte contre les feux de brousse. Si les ressources naturelles à disposition au niveau du terroir villageois ne profitent pas aux villageois, si l'arsenal réglementaire ne permet pas aux villageois d'en profiter, si cet arsenal privilégie des personnes qui sont en dehors du terroir villageois, qui viennent tirer les profits et partir. Le jour où le feu va brûler, qui sera là-bas en premier? C'est les villageois. Donc il faut développer des mécanismes d'appropriation. C'est extrêmement important. C'est là d'où est partie toute cette initiative d'implication des populations. Au Sénégal, nous avons traversé plusieurs phases. La première phase, c'était dans les années 70. On pensait que c'est l'État qui devait tout faire. C'était la régie. Oui, c'est nous les eaux et forêts, c'est nous l'État, c'est nous qui devons produire des plants, c'est nous qui devons planter, c'est nous qui devons arroser. Que nous, vous, population, tenez-vous à l'écart, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Ensuite, on a vu que ça n'a pas marché. Et c'était l'approche participative. On a développé l'approche participative au niveau village, extrêmement important,
au niveau maintenant de la communauté, parce qu'au Sénégal, on a la particularité, c'est la décentralisation. On a un niveau de décentralisation assez poussé. Voilà, et ce qui nous a permis de faciliter l'appropriation par les gouvernements locaux et par les populations et les villages. Mais est-ce que vous pensez que cette restauration dont on parle tant, que cela ne concerne que les milieux ruraux, les villes aussi ont besoin de restauration, ont besoin de végétation? Absolument, absolument. Je pense qu'au niveau des villes, nous avons besoin dans nos villes de beaucoup plus de végétation dans nos villes. En général, les villes africaines, il y a moins de végétation. C'est que du béton. C'est que du béton. Il faut réintroduire des espaces verts dans les villes. Ça, c'est extrêmement important. Nos villes vont étouffer un jour, tout simplement parce qu'il n'y a pas de verdure, il n'y a pas d'espace vert. Et quand je dis espace vert, je ne dis pas de 200 mètres carrés de... Non, vraiment des espaces verts incluent des forêts urbaines et des forêts périurbaines. Les protéger, les développer, c'est extrêmement important si nous voulons avoir des villes durables. Voilà, ça c'est extrêmement... Maintenant, si on retourne à la Grande Muraille Verte, mais écoutez, c'est au niveau rural, mais ça a des implications au niveau des villes, parce que ça permet d'arrêter l'exode rural. Vous créez de la richesse au niveau local, vous créez des emplois, vous avez une approche entrepreneuriale, vous créez de la richesse, vous créez des emplois, c'est moins de population dans la ville. Et c'est quoi les grands défis que vous avez au Sénégal aujourd'hui, avec le temps, le parcours déjà effectué? Le grand défi, et c'est toujours le grand défi, le plus grand défi, c'est les ressources financières. Quelle que soit la volonté, si les ressources financières n'accompagnent pas comme on le veut, mais écoutez, c'est toujours comme ça. Et je me rappelle bien du président Wade qui disait, bon, tout ça là, il faut combien d'années pour faire la partie Sénégal? Les gens sont calculés, on dit, au rythme où nous allons, il faut presque 30 ans. Oui, il dit, non, moi je suis trop pressé. Faites-moi un programme sur 5 ans. Voilà. Bon, lui, en tant qu'homme d'État, c'est ça qu'il voyait. Mais la réalité était tout autre. Mais lui, il donnait ce qu'il voulait avoir. Et maintenant, c'était aux techniciens de faire tout leur possible pour l'accompagner. C'est vrai qu'on ne pouvait pas faire ça en 5 ans. Mais au moins, ça nous donnait du courage. Ça motivait, c'est ça. Alors justement, vous êtes point focal du programme AFR 100 au Sénégal. Vous êtes également conseiller technique à la direction des eaux et forêts du Sénégal. Ravi de vous avoir reçu. Merci beaucoup, madame. Tout le plaisir est pour moi.